Capitalisme, argent, humanité égoïste d'aujourd'hui, je te maudis de toute la force de mon être. Et je maudis aussi ma nature ingrate, laquelle, au lieu de diriger l'impétuosité de mes sentiments dans la direction de lutte sociale, de faire de moi un batailleur journalier, un journaliste puissant, un orateur qui bouleverse les foules, un militant, un manieur de cette pioche foudroyante qui frappe incessamment la base de cette société absurde, m'a dirigé dans la voie stérile du penseur, qui s'arrête à toutes les tares du caractère humain, qui voit trop près ou trop loin, et qui épuise son énergie dans les spéculations sentimentales idiotes, dans les rêveries plaintives, quand le temps est de serrer les dents et de frapper pour démolir. Je maudis encore cette circonstance qui, au lieu de me permettre d'écrire dans ma propre langue, qui m'est familière, m'a banni à 1000 lieues de mon pays et me force de perdre le temps dans des recherches de dictionnaire, pour la stupide raison que dans tel endroit il faut 2 L, 2 M, 2 N, et qu'un seul n'est pas suffisant. Mais au risque de paraître ridicule, je m'accroche à cette langue que j'aime et que je veux connaître. Ce matin, j'étais de nouveau attristé par ce mauvais temps qui persiste et qui m'enlève la possibilité de gagner mon pain. Désespéré, j'ai pris mon livre et lu Wagner. Les tristes paroles par lesquelles Roland finit ce chapitre m'ont révolté. C'est vrai, le monde est ainsi. Le beau, qui doit rester éternel à n'importe quelle époque qu'il fut dévoilé aux hommes, et qui doit être goûté éternellement, est oublié, enterré, et la frivolité du nouveau à tout prix le remplace. Je suis fier de ne jamais avoir été de ce monde-là. Sans guide, conduit par mon seul instinct, j'ai toujours aimé le beau unique, le beau de tous les temps, de tous les génies. J'ai été aussi fort surpris par ce regret de Wagner, qui dit « Pour avoir ma jeunesse, ma santé, pour jouir de la nature, pour une femme qui m'aimerait sans réserve, pour de beaux enfants, je donne tout mon art. » C'est la pensée de ma mère, son désir, son regret. Elle aussi se demandait, étonnée, pourquoi je sacrifie le bonheur de l'homme qui vit paisiblement, entouré de sa famille, pour une chimère. Que Dieu me pardonne. Mais je crois que tu perds la tête dans tes bêtises, au lieu de te marier et me donner un enfant de toi que je puisse embrasser. Eh bien non. Aujourd'hui même, quand le remords le plus atroce ronge mon cœur et m'empoisonne l'existence. Aujourd'hui même, quand, pour réparer le crime d'avoir tué ma mère, je donnerai ma vie, encore aujourd'hui, je ne donnerai pas mon art pour ressusciter ma mère. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi cette parole, odieuse chère mère, sainte esclave, martyr entre les martyrs. Mais je ne peux pas dire le contraire de ce que je sens. Non, non. Dors là où tu es. Dors le sommeil des justes, mais ne t'y mêle pas dans une vie que tu ne comprends guère. L'art n'est pas la vie. L'art est ce qui crée la vie. L'art, le vrai art, donne même la mort, détruit tout pour créer l'impossible. J'épuiserai ma vie telle qu'on le voit. Je mourrai penché inutilement sur cette feuille de papier, mais je dirai sans cesse que l'art est plus fort que la vie, plus précieux que de beaux enfants, qu'une femme qui aimerait sans réserve. Il est plus fort même que cette nature splendide qui n'a pas de splendeur pour les yeux dépourvus d'art. Sans art, le monde n'existerait pas. Il ne pourrait pas respirer. Pour exister, pour respirer, il lui faut de l'art, c'est-à-dire de la souffrance. Cette souffrance n'appartient pas à tout le monde. Aujourd'hui commence l'année 1921. Mais pour les autres,
Pour moi, c'est le commencement de la fin. Est-il besoin de s'expliquer lorsqu'on se décide à quitter le monde? Non. On peut partir en silence, et ce serait, je crois, la meilleure preuve de sincérité. Mais pour ceux de mes amis qui penseront peut-être que ce fut à cause de quelques difficultés matérielles que j'ai commis cet acte désespéré, je les prie de se rassurer. J'ai des raisons bien plus sérieuses, et la plus forte de toutes, c'est la faillite de l'amitié, de leur propre amitié. Ils ne l'ont pas senti au point de lui sacrifier leur orgueil et leur intérêt. Et ce n'est que par ce côté que l'amitié est un sentiment noble. Car celui qui croit que l'amitié ne coûte rien n'a qu'à regarder ce qu'elle me coûte à moi, la vie. Le reste, on ne le saura jamais. Pourtant, je pars sans vous garder rancune. Je pars en vous aimant comme au plus beau de nos jours. Je sais que votre cœur est bon et généreux, et que le mal ne vient que d'un raisonnement défectueux. Vous ne savez pas que l'amitié vous honore en vous demandant la moitié de votre sang. Précisément parce que, alors, elle est de celles qui peuvent donner la dernière goutte sans demander jamais rien. Cette amitié est comme la racine qui fournit la sève à l'arbre et respire par ses branches. Je ne vois pas de beauté dans le monde sans amitié. Celui qui admire seul son panorama, qui lit seul un beau livre, qui écoute seul une symphonie, sans sentir l'absence de l'ami, n'admire rien, ne lit rien, et n'écoute rien, sinon les vociférations de sa fatuité. Et c'est sur cette amitié que j'avais bâti tous mes idéaux. Le premier de tous, l'idéal de l'amélioration sociale, ne sera possible que seulement lorsque ces militants seront des amis, car ils ne le sont aujourd'hui que dans leurs articles du journal, et pour les yeux de la foule, en intimité, ils sont des rivaux. L'art et la pensée, sans lesquels la vie ne serait qu'une triste nuit de cachot, c'est l'amitié qui doit les pousser vers les cimes les plus inaccessibles, car de tous les sentiments dont l'art s'inspire, le sentiment de l'amitié est le plus durable et le plus pur. Je me suis privée de pain, non pas pour acheter un livre, mais pour pouvoir lire et rêver à son charme. Enfant et domestique, je me suis fait battre tous les jours pour le crime d'avoir lu en prenant sur mon temps de sommeil après 18 heures de peine. Ouvrier, je me suis fait mettre à la porte pour ne pas avoir pu me séparer un matin d'une lecture plus belle que ma vie, plus nécessaire que mon pain, ou bien pour avoir exprimé ma révolte contre l'ordre établi. Dans un cas comme dans l'autre, j'affrontais la misère en prenant parti pour mon idéal. Je serrais le livre contre mon cœur et nous allions ensemble au bord de quelques rivières, dans quelques champs fleuris ou dans l'ombre d'une forêt pour passer du monde et de son pain amer. Je raconterai ici, avec quelque joie, avec une dernière joie, de quelle façon est arrivé une fois, entre autres, de payer la rançon à l'art. Le printemps de 1907, j'arrivais à Alexandrie d'Égypte, venant de Naples. J'étais pauvre et mal vêtu, mais heureux comme un pinson. Le soir, dans le cabaret d'un compatriote, je tue ma faim avec un morceau de pain, un thé, un peu de fromage. Et ce repas payé, il ne me restait plus dans la poche que 12 piastres, 1,50 franc. À côté de moi, un pauvre diable me regardait et avalait sa salive. Je compris qu'il avait faim. Il me le dit lui-même. Je mangerai moi aussi ce soir si tu veux m'acheter ce livre. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Il tenait un livre sous le bras. C'était Résurrection de Tolstoï. Je le lui achète. Pour les 8 piastres qu'il demandait, je me mets à lire. Et j'oublie tout.
J'oublie qu'il me fallait un lit la nuit, qui coûtait 1 franc, et je n'avais plus que 50 centimes. Vers minuit, le bistrot ferme, et je suis sans abri. Le bonhomme, qui m'avait vendu le livre, s'attardait près de moi, avec des paroles banales, puis il me dit « Bonne nuit, je vais me coucher. Tu ne couches pas ici ?»« Non, parce que ça coûte 1 franc, et je n'ai que 50 centimes. Et tu achètes un livre lorsque tu as si peu d'argent. Mais je l'ai acheté parce que c'était un bon livre, et aussi parce que tu avais faim. Oh, tu peux coucher chez ma logeuse pour 50 centimes, mais il y a de la vermine. En ce cas, j'aime mieux rester dehors. » Et je suis restée. Il faisait bon d'ailleurs. Les rues étaient désertes. Mais il fallait marcher tout le temps pour ne pas être aperçu par les chiaoufs de nuit et arrêté pour vagabondage. Or, je brûlais d'envie de continuer ma lecture. Fermé sur les pages où Tolstoï décrit magistralement la physionomie du procès de Katyusha et le travail des remords qui se faisait dans l'âme de Nekhludoff. Ainsi, je m'arrêtais pour lire une page sous la faible lumière de chaque lanterne que je rencontrais, et de cette façon, je parcourus presque toutes les rues du faubourg. Et voici que vers 4 heures du matin commença à tomber une pluie fine et ininterrompue. J'étais en rage. Il ne m'était plus possible de suivre les péripéties extrêmement passionnantes des 2 héros en Sibérie. Je fermai le livre et le cachai dans mon sein pour le défendre de l'eau qui commençait d'ailleurs à me pénétrer sensiblement. De temps en temps, je m'arrêtais pour m'abriter sous un balcon ou un portail, mais en ce cas, j'avais froid. Bientôt, je fus signalé par les chiaouches, et alors, nous entamâmes une course à la bête traquée qui dura jusqu'au jour. Habillés de leur long manteau gris, qui les fait confondre avec le mur contre lequel ils s'abritaient, je ne pouvais pas les distinguer, et ils n'avaient pas la générosité de se trahir bêtement eux-mêmes. Je leur serais tombé dans la patte comme un agneau, mais ils se signalent entre eux par des coups violents qu'ils frappent sur le pavé avec leurs longs bâtons en bois, et le bruit est si fort dans le silence de la nuit que souvent ils réveillent les dormeurs. Ainsi, quand les coups partaient d'en face, je filais en arrière, et lorsqu'ils venaient de gauche, je me glissais à droite, en les remerciant du service de bien vouloir m'avertir de l'endroit où ils se trouveraient pour ne pas nous rencontrer nez à nez. Cela me rappelait la gratitude que m'exprimait un jour un apache roumain pour les services que lui rendaient les flics de nuit en Roumanie, où la bêtise est la même, avec la variante que le bâton est remplacé par un sifflet. Le jour venu, la pluie cessa, et le soleil brilla de toute sa générosité, mais j'étais trempé jusqu'à la peau. L'eau s'égouttait le long de mon corps glacé et descendait dans les souliers. Je me trouvais dehors de la ville, et je me mis à courir pour me chauffer. Arrivé sur un bras du riche delta du Nil, je m'éloignai de la route et me cachai derrière une longue haie de canne à sucre. Là, je me déshabillai vivement. J'étendis mes hardes sur l'herbe, et aussi nu que notre ancêtre Adam, je me mis à finir mon roman, le dos tourné au soleil qui me caressait agréablement. Mais au bout de quelque temps, je m'aperçus que le généreux soleil lui-même voulait me faire payer la rançon à l'art. Ma pauvre peau fut brûlée et la douleur fut si vive qu'elle me causa plus d'ennui que la course sous l'averse. Je venais de finir le livre, et dans une voluptueuse colère, je le pris entre mes bras, comme on prend la tête mignonne d'un être chéri. J'enfonçai mon regard dans la splendeur de sa beauté, et avec du feu dans le cœur et dans le dos, je lui criai « Enfant adorable, vois-tu le mal que tu me donnes? Ne tromperas-tu pas mes espoirs ?» Fini la Méditerranée, fini Paris, fini,
ce coin d'Alexandrie où tu faillis mourir de faim, du choléra, du désespoir. Est-ce qu'on sait de quoi l'on crève? Fini les aventures, lèvres noires et yeux dorés, au fond des bouges, dans les ports, au fond des nuits. Fini les tentations amères et grisantes de la mer. L'Andros fait route vers le Pirée, la Santa Mercedes vers Brindisi, les Indes, l'Insulinde, et toi, tu restes, avide et triste, et sans le sou au bord d'un lit d'hôtel, où flottent des tresses brunes sur des seins, dont tes mains caressent le clair de lune. Tu t'engueules et tu l'aimes, c'est idiot. Votre poème, Angélique, Geneviève, chère petite putain. Fini les femmes, les innocentes, les consentantes, les repentantes, les trahies, les abandonnées, les pardonnées, et les si purement aimées, que désirables les servantes à l'auberge du lac Salé. Fini les cuisines au paprika, et ce petit vin rouge un peu rugueux que l'on buvait entre gueux en racontant de bonnes histoires. Mais peut-être étaient-ils des justes, mais peut-être étaient-ils des saints, les copains du petit café de Braïla, où l'on faisait la contrebande à l'enseigne du paradis, des affranchis aux reins solides. Pas un, vois-tu, pas un n'eût laissé l'autre dans la nasse. Ce n'étaient pas des écrivains. Fini les livres qu'on admire, comme enfants, les petites pierres merveilleuses recueillies au bord de la mer, remontées du fond de la mer. Fini les livres qu'on écrit, les copies, bon Dieu. Ceux qui n'en font pas ne savent pas ce que c'est et ce qu'on peut en avoir assez. Les pages vendues, les pages perdues, le vrai, le faux, ce tas de grands et de petits mensonges, tous ces mots qui sont dans des pièges du toc, du sortilège et la légende. Les tristes pages que l'on a honte d'avoir écrites et celles qu'on n'a pas su tirer de son cerveau. Les pages fatigantes, décourageantes, harassantes et tout à coup vivantes, où se cambre Nerantsula, plus belle et fière d'elle-même et plus heureuse de vivre que dans la vie vraie. S'en va, Nerantsula, balançant les hanches, et plonge dans le Danube en plein ciel, eau blanche nageuse, amoureuse des eaux, le cœur du cœur des hommes, que l'on crache dans son œuvre. Est-ce que ça se voit encore? Tout ce papier imprimé chez Riden. Fini l'insulte. On ne te l'a point ménagé. On s'est nourri de t'en gaver jusqu'à ta mort et même après. Ainsi, bien des gens, grâce à toi, ont mieux mangé que toi. Ils ont dit que tu as trahi, que tu t'es vendu, pauvre ami, toi, fidèle. Trahir tous ces marchands de phrases, toi, vendu, qui n'avais rien à vendre, invendable toi-même. Tu gisais sous tes coupures de presse, pareil à Job sur ses immondices, crachant doucement son dernier reste de poumon à la face des pisseurs de copies, bénisseurs de massacres profitables, profiteurs des révolutions défigurées. Fini, même l'envie de mourir, quand il n'y a plus que des salauds dans cette vallée de larmes publicitaires, car tu t'étais manqué la guerre pour avoir trop aimé la terre. Il t'en restait une balafre à hauteur de la carotide, et ton suicide t'empêchait de bien porter les faux cols. Tes dernières pages inachevées se détachent de toi comme un vol de colombe, ombre et cendre. Retournez à l'ombre, retournez à la cendre. Tu voudrais sangloter, mais ce n'est pas possible. Ah là là, sangloter. Vous voulez rire. Tu trébuches. Les pierres brûlantes du chemin se dérobent sous tes pas. Soutenez-moi, gracieuse. Soutenez-le, gracieuse. Soutenez-le. Le ciel est aveuglant. Ah, quel déchirement. Tu t'en vas entre deux déesses. Elles te rassurent. Elles t'emportent, consolatrice. La solitude. L'amitié. Je ne te verrai plus passer de chambre en chambre, broyant du noir dans ta tasse de café noir. Je ne calmerai plus tes colères véhémentes, je ne verrai plus tes mains veineuses de balkanique, ta grande bouche horrifiée, ton nez de flaireur, tes yeux de vieil enfant rusé,
cynique que parmi les malins, ils n'iront pas en Provence, sac au dos, faire de la photo comme à 20 ans. Gratis, la plus belle et le fou, la promise et la narco. C'était le bon temps. J'ai si souvent respiré la nuit en pensant à toi, que ce soir, dans ce désert, je me sens près de toi, plus que des vivants. Les mêmes vents passent sur ma steppe et sur mon baragan, les mêmes ouragans. La grande ours scintille devant ma fenêtre, et derrière la maison s'étend la plaine, si vaste et nue, que c'est comme la fin de la terre. Une jeune femme dort là, dans la fatigue du travail et le calme du désert. La tristesse fraîche de ta mort me tourmente et m'apaise. Tout cela, c'est ta tombe, et ce sera la mienne, et c'est déjà la nôtre. Autre vie continuée. J'écoute pour toi, quel rayonnant silence tombe sur les clameurs. Je ne peux pas parler mieux que Istrati. Je trouve que ce texte est... J'étais très contente de me replonger là-dedans, parce que c'est vrai qu'on avait organisé des lectures, et je le redécouvre avec une émotion très vive, parce c'est vraiment une écriture à fleur de peau, c'est vraiment un être qui est totalement brûlé, totalement écorché. C'est d'une violence incroyable et d'une actualité qui, précisément, dans la réalité sociale, politique, humaine qu'on traverse actuellement, je trouve qu'il reprend encore une dimension, une présence où on a envie d'inviter tout le monde à le lire, parce il y a une force, il y a vraiment une puissance, il y a vraiment un être qui prend la vie et qui est à la fois perdu et qui en même temps retrouve des repères. Enfin, j'étais fascinée quand je disais que 3 jours avant qu'il se tranche la gorge dans le parc Albert, premier à Nice, et puis il sort de cette aventure folle, et il continue, il reprend vie, enfin. Et à la fois, il est perdu dans l'existence. On parle actuellement des émigrés qui nous arrivent en masse du monde entier, mais il a l'air d'être l'émigré de la terre totale. Sans frontières. Ouais. Et il renaît comme un phénix, c'est Ouais, pour ça tout que à fait. c'est de lui. Et alors ce rapport qu'il a à sa langue phénix. aussi, écrivant en français, et disant que en fait il voudrait écrire en roumain, mais voilà, enfin, non, c'est une œuvre, c'est fascinant, enfin, c'est étonnant.